voilà, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, nous recevons Antoine-Henri de Frahan. Alors je vais vous présenter Antoine en quelques brefs instants. Alors à ma grande surprise, j'ai regardé sa biographie ce matin, j'ai appris qu'il était diplômé en médecine. Ça, je ne savais pas du tout. Mais il est également juriste et il a commencé sa carrière dans des grands cabinets d'avocats, de juristes internationaux, notamment Linklaters, par exemple, qui est assez connu. Et il a fait un tournant au bout d'une dizaine d'années dans le monde juridique et il s'est transformé, il a fait une transition vers le monde du conseil, mais toujours dans le monde juridique, du moins je dirais au début. Et il est vraiment maintenant spécialisé dans accompagner des organisations, alors des dirigeants, aussi bien dans le monde juridique que hors du monde juridique, vers une plus grande efficacité et notamment la gestion de la valeur ou la création de la valeur, il va nous en parler. Voilà, donc Antoine a vraiment cette culture de juriste, mais il a également la culture du conseil et de l'accompagnement, du coaching pour les dirigeants d'entreprise. Alors, Laurent sera également l'autre intervenant aujourd'hui. Donc, Laurent Ledoux est évidemment le cofondateur de Fusis. Et Laurent a été président du ministère des Transports, du SPF Transport. Il a été directeur à BNP Paribas Fortis. Il a été chef de cabinet dans un ministère. Il a également il a travaillé pour Médecins sans frontières en Afrique, donc il a une carrière très variée également. Et Laurent est très connu pour ses interventions dans le domaine de la gouvernance collaborative depuis très longtemps en Belgique. Toute la question de l'impact de la valeur, etc., est très importante pour Fusis et pour Laurent. Je pense que ça va être le cœur de notre débat. Et moi-même, donc Yannick Bolatti, je vais faciliter ce débat. Je suis l'administrateur délégué de Fusis et un des cofondateurs de Fusis. Voilà. Donc, Antoine, tu as écrit un livre qui s'appelle Créer de la valeur ou disparaître. Où, normalement, j'espère que vous voyez tous le livre sur votre écran. Et j'avoue qu'il y a, je ne sais plus d'un mois et demi, tu m'as envoyé le draft. Hein, il n'était pas encore publié le livre pour avoir un pré-reading, je ne sais plus comment on dit ça, enfin, pour avoir un avis avant que le livre sorte. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre parce que je trouve que le concept de la valeur, alors c'est vraiment marrant parce qu'au moment où je lisais ce livre, je tombais sur une vidéo d'Elon Musk qui parlait aussi de création de valeur. Et Elon Musk, pour création de valeur, c'est en gros, il faut juste être proche du client, le client détermine la valeur, et voilà, il y avait le client, l'actionnaire, et on allait sur Mars, etc. C'était très viril. Et puis au même moment, je reçois ton livre et je lis ça, je dis, wow, c'est quand même une analyse beaucoup plus profonde, beaucoup plus subtile. Donc d'abord, je voulais te remercier parce que c'était vraiment une lecture intéressante. Et ma première question, c'est, voilà, pourquoi tu as écrit ce livre? Qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer dans ce sujet de la création de la valeur, qui est quand même un sujet complexe et avec visiblement des avis très, très différents? Ouais. Ben, merci Yannick. Bonjour à tout le monde. Et, pourquoi j'ai écrit ce livre? Qu'est-ce qui m'a motivé? Il y a trois choses en fait. La première, c'est que très prosaïquement, il fallait que je refasse mon site internet et j'étais perplexe par rapport à la diversité des choses que je faisais. Je pouvais un jour me retrouver avec un comité de direction pour essayer de les aider à renforcer le leadership. Le lendemain, dans un cabinet d'avocats pour une formation sur la rédaction des avis juridiques. Et le jour suivant, aider une boîte à structurer sa communication, la communication de sa stratégie en interne, par exemple. Et donc, je faisais toutes ces activités-là avec beaucoup de plaisir, je pense que ça se passait bien, mais je n'arrivais plus à trouver le lien commun, le chapeau entre toutes ces activités. Et peu à peu, c'est comme ça que l'idée de création de valeur est apparue pour moi comme étant finalement le concept qui réunissait tout ce que je faisais et qui donnait une unité à ce que je faisais à travers mon métier. Première raison. Deuxième raison, c'est que la notion de création de valeur, elle est assez évidente. Hein. Bon, évidemment, si on dit l'idée, le business, il s'agit de créer de la valeur, tout le monde est d'accord, on l'a déjà entendu 1000 fois, c'est un grand cliché. Mais justement, au-delà du slogan, souvent la réaction s'arrête, on a dit créer de la valeur, et en fait, ça s'arrête là. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on pose d'autres questions du genre, OK, d'accord, on va créer de la valeur, mais d'abord, on crée de la valeur pour qui? D'accord? On crée quelle valeur? C'est en quoi consiste la valeur que l'on crée? Et enfin, comment on la crée? Et là, je me suis aperçu quand même qu'il y avait quand même
un grand écart entre, d'une part, le discours, la création de valeur, et la réflexion spécifique, la réponse à ces questions qui souvent étaient laissées dans le vague. Et troisième raison, en réfléchissant à cette notion de création de valeur, en travaillant dessus, j'en suis venu à la conclusion que c'était vraiment la réponse à ce que j'estimais le triple défi des organisations aujourd'hui, qui sont d'une part le défi de la prospérité, ça on l'a toujours connu, il s'agit que les boîtes fonctionnent bien, gagnent de l'argent, etc. Défi éminemment aigu pour pas mal de boîtes au moment du Covid d'ailleurs. Le deuxième défi, c'est celui de la pérennité, donc le fait de durer. Voilà. Et le troisième, celui de la légitimité. Et on constate quand même que depuis un certain nombre d'années, il y a pas mal, rappelez-vous la crise financière de 2008, etc. Je ne vous parle pas de la crise climatique actuelle. Il y a tout un certain nombre de business dont la légitimité est remise en question. Eh bien, la notion de création de valeur, et en particulier de création de valeur systémique que je développe dans le livre, me semble être en fait offrir un cadre conceptuel qui offre une réponse à ce triple défi. Et donc, je me suis dit, tiens, ça résout mon problème pour mon site Internet, mais au-delà de ça, ça donne un cadre, vraiment un cadre qui permet de réfléchir à l'entreprise d'une manière holistique, d'une manière complète, sans rien laisser de côté. Et voilà, et c'est pour ça que l'idée m'a plu, en fait. Est-ce que tu pourrais expliquer les points clés de ton concept de la valeur? Est-ce que tu veux peut-être qu'on utilise un des schémas je pense que tu que nous as le plus demandé? simple, ce serait peut-être d'utiliser un schéma qui est le premier, voilà, celui-là. Ouais. Voilà. Et donc, voilà, mais en fait, tout est dans le schéma. Donc, l'idée fondamentale, c'est… Alors d'abord, la première, c'est que la valeur, c'est quoi? Et ça, c'est en effet… Donc, la première chose, c'est que quand dans une entreprise, on parle de création de valeur, bien souvent, il va de soi que c'est de la valeur actionnariale et que c'est une valeur monétaire actionnariale, comme si ça allait de soi. Et donc, par exemple, typiquement, on fait une start-up, on investit 10 millions dedans, 10 ans après, on la revend à 100 millions, et bien voilà, on a fait une création de valeur de 90 millions. Et en effet, c'est certainement une manière de créer de la valeur, etc. Mais donc, il s'agit ici de créer une valeur monétaire au profit des actionnaires, et j'ai rien contre, je trouve ça très bien. Le seul problème, c'est de réduire l'idée de réduire l'idée de création de valeur à cet aspect-là. Et la création de valeur va bien au-delà de la création monétaire ou de la création d'un profit. Donc, c'est bien plus qu'une notion comptable. Et les destinataires potentiels de la création de valeur ne sont pas que les investisseurs, pas que les propriétaires, pas que les actionnaires. Et donc, l'idée, ce qui a été intéressant, c'est de représenter l'entreprise en identifiant les différentes parties prenantes et en estimant que chacune d'elles sont des destinataires potentiels de la création de valeur. Mais également, et donc ça c'est la flèche qui va de l'entreprise vers les différents groupes, mais évidemment aussi, ils ne sont pas naïfs, l'entreprise a besoin alors le mot, de capter, de recevoir, de recueillir, d'absorber, enfin, etc., mais de recevoir de la valeur de ces différents groupes, et donc la flèche doit aller dans les deux sens. Et le mode, si vous voulez, l'idée de la création de valeur systémique, c'est de se dire, c'est de sortir d'un discours où on ne réserve le bénéfice de la création de valeur qu'à un seul des intervenants, que ce soit l'actionnaire avec la théorie de la primauté de l'actionnaire de Milton Friedman, où tout est fait pour l'actionnaire, ou que ce soit le client, où tout est fait pour le client, etc., où tout est fait pour le personnel, avec toute l'idéologie du happiness at work, etc., très en vogue actuellement, où en fait on donne chaque fois la primauté à un des acteurs comme étant le bénéficiaire exclusif ou privilégié de la création de valeur. Et en fait, ces visions partielles de la création de valeur amènent toujours plus ou moins à des impasses. Et donc, l'enjeu est de pouvoir concevoir l'ensemble de ces intervenants comme recevant de la création de valeur et de manière très concrète, parce que moi, je ne m'intéresse pas du tout à faire à conceptualiser des choses à l'extrême, mais de voir comment pouvons-nous augmenter la création de valeur pour le personnel, pour nos investisseurs, pour nos fournisseurs, on peut revenir là-dessus, alors bien sûr pour les clients, pour la société, pour la planète, et de la même manière, comment pouvons-nous optimiser le flux entrant de valeur qui vient de ces différents intervenants. Et vous avez le petit cercle
en périphérie qui rejoint, relie, par exemple, personnel, investisseur, fournisseur, planète. Donc, vous voyez ce cercle concentrique et qui est aussi une piste intéressante qui est de dire, tiens, si je mets en système, par exemple, mes clients et mes fournisseurs, est-ce qu'il n'y a pas une source de création de valeur là également? Et donc, c'est en reliant ces différents intervenants que je peux également créer de la valeur. Voilà, donc si vous voulez, en gros, c'est le modèle et je pense que ce modèle, enfin voilà, je m'arrête ici. Donc, je te laisse. Mais voilà, en gros, le modèle de la création de valeur. Alors bon, il n'y a pas que ça dans mon bouquin, hein, parce que j'explique surtout, parce qu'on dit, OK, là, c'est très bien, d'accord, mais la question évidente, c'est, bon, mais on fait quoi maintenant? Comment on met ça en œuvre? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça, c'est une autre question. Mais Yannick, je te laisse modérer le débat. Oui, mais avant d'aller dans le comment, j'aimerais qu'on reste quand même Oui. sur le fondement. Et Laurent, moi, j'ai envie de te poser une question. Il y a un autre mot qu'on utilise. Alors, il y a valeur, comme Antoine l'a dit, c'est un mot qui à la fois paraît évident, mais peut-être plus complexe qu'on imagine quand on creuse. Mais il y a un autre mot que moi, je voudrais amener dans le débat, qui est assez parallèle, parce que je trouve qu'il ressemble un peu sans être. Et qui est aussi un mot qui semble évident en première approche, et puis quand on réfléchit, on se rend compte que ce n'est pas aussi évident que ça, c'est impact. Okay, et donc, on parle aussi, voilà, les entreprises, les organisations doivent avoir un impact. Et donc, Laurent, moi, j'ai envie de te poser la question, est-ce que ce que Antoine décrit comme la valeur, là, est-ce que ça ressemble un peu à la notion d'impact? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est différent? Ou qu'est-ce que ça te fait réagir? Qu'est-ce que ça te donne comme réaction par rapport à ça? Bah, d'abord, je voudrais préciser d'emblée que je suis très heureux d'être ici avec vous parce que Antoine et moi, on se connaît depuis, je crois à peu près 20 ans et que Antoine, tu ne l'as pas dit, Yannick, mais outre les qualités, les diplômes qu'il a, c'est aussi un excellent dessinateur et cartooniste, caricaturiste C'est vrai, et j'ai avec oublié un ce point. humour décapant. Et ce qui fait que j'ai eu le plaisir, en tant qu'animateur des séances de philosophie et management, d'avoir également Antoine avec nous pour de nombreuses séances où il a fait des caricatures désopilantes de tous les concepts philosophiques parfois très fumeux que nous utilisions. Et donc, c'était chaque fois jouissif, carrément, d'avoir Antoine. Et j'espère d'ailleurs que pendant cette heure, on va avoir l'occasion de présenter quelques dessins d'Antoine qui sont absolument désopilants. Maintenant, moi, je ne sais pas s'il faut, je vais dire, parler trop longtemps de cette différence entre valeur et impact. Je dirais, pour être tout à fait honnête, que la notion d'impact me paraît un peu moins large que celle de valeur. Euh, mais effectivement, si on réfléchit dans les termes qu'a évoqué maintenant Antoine, eh bien, on peut avoir un impact global, sociétal, environnemental, à la fois sur le bien-être des clients, mais aussi du personnel. Et c'est finalement ça qui me paraît le plus important. C'est d'ailleurs aussi ce que nous essayons de faire au travers de Fusis, c'est d'améliorer l'impact ou la performance globale des organisations. Donc, à nouveau, que ce soit en termes sociétaux, d'agilité interne, de performance actionnariale aussi, ou financière, mais aussi environnementale, etc. Et c'est ça qui me paraît être véritablement important dans tout ce que met en avant Antoine, c'est l'inclusion en fait de toutes les parties prenantes pour à la fois réfléchir à la notion de valeur, les amener à y contribuer et veiller à ce que en fait il y ait vraiment ce souci de l'ensemble des parties prenantes par rapport à la création de valeur. Et ça, je pense que c'est quelque part, c'est un peu le changement de paradigme qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et si on y réfléchit bien, on ne fait de ce point de vue-là que revenir à des notions qui étaient déjà prévalentes dans les années 60 et 70. Il y a tous les travaux, par exemple, de Blanche Ségrestin et de Armand Hatchuel, qui montrent que le manager des années 60 ou 70 eh bien, était une sorte de broker entre les intérêts divers qui étaient ceux des actionnaires, du personnel, des clients, des fournisseurs, de l'environnement, etc. Alors, c'était peut-être pas à l'époque aussi prégnant et conscient que ça l'est aujourd'hui vu les urgences environnementales ou sociétales, mais c'était déjà présent. Et quelque part, effectivement, avec la théorie de Milton Friedman, on est sorti de cela pour se focaliser exclusivement
sur les actionnaires comme s'ils étaient l'alpha et l'oméga de l'entreprise, ce qui est, à mon avis, une erreur profonde. Ça ne veut pas dire maintenant, suite à tout ce qu'a dit Antoine, qu'il faille négliger les actionnaires. Ils sont évidemment prépondérants, ils sont très importants, mais ils sont une des parties prenantes par rapport aux autres. Et le bon management, le management durable, doit s'inscrire dans une vision qui compose et qui veille à ce que la valeur soit créée pour l'ensemble des parties prenantes. Et dans ce cadre-là, alors on peut avoir un impact global. Et c'est là que les notions de valeur ou de création de valeur telles que l'entend Antoine et les notions d'impact global telles que nous l'entendons se rejoignent parfaitement. Antoine, j'ai envie de creuser sur ton schéma ici, parce que page 53 dans ton livre, et tu as un schéma qui ressemble beaucoup à celui-là. D'ailleurs, je crois qu'on l'a peut-être mis un peu plus tard sur tes slides, mais à l'intérieur de l'organisation. C'est-à-dire que tu vas plus loin, tu dis, voilà, la valeur, c'est aussi quelque chose qu'il peut y avoir entre la direction financière, la direction commerciale, la direction des ressources humaines. Donc, est-ce que tu peux un peu approfondir aussi comment tu vois ça? Est-ce que c'est un outil aussi de pilotage interne? Oui, alors tout à fait. Je voudrais juste dire un tout petit mot sur la question de l'impact, sur cette question. Simplement une chose. En fait, pour moi, la valeur, il y a deux paramètres de la valeur. Créer de la valeur, c'est rendre les choses plus utiles et ou plus agréables, en gros, c'est ça. Et donc, et d'ailleurs, je ferai le lien. Mais en fait, et donc, dans la mesure où je crée de la valeur, dans la mesure où je crée de l'utilité, où je crée de l'agrément. Et si je crée les deux ensemble, c'est encore mieux. D'accord. Bon, alors, sur la question de l'outil interne, en effet, alors ça, c'est un truc, c'est que dès qu'on parle de création de valeur, on a tout de suite l'impression qu'on se projette dans des zones stratosphériques de métaphysique ou de gouvernance, mais à un sens très stratégique, etc. Or, la création de valeur, c'est un truc hyper concret qui se passe au quotidien dans l'entreprise. Par exemple, vous assistez à une réunion, on a tout ce qu'il y a de plus banal. Est-ce que c'est une réunion? Est-ce que ça crée de la valeur? Est-ce que cette réunion crée de la valeur ou pas? Donc, la création de valeur, ce n'est pas seulement des espèces d'objectifs stratégiques ou des missions d'entreprise, etc. C'est aussi, je dirais, une éthique du quotidien. Et donc, ici, dans le schéma, donc c'est aussi par rapport aux différentes entités qui composent l'entreprise que se pose la question de, tiens, par rapport aux différents intervenants, est-ce que nous créons de la valeur les uns pour les autres ou pas? Je vais prendre un exemple très intéressant d'un comité de direction dans une entreprise qui était confronté à… ils avaient fait une étude d'engagement du personnel, un engagement survey, et il en ressortait que le personnel de l'entreprise estimait que tout ce qui était stratégie, la stratégie était extrêmement peu claire, qu'ils n'avaient aucune confiance dans le management par rapport au fait de piloter l'entreprise, qu'il n'y avait aucune clarté sur les priorités, etc. Bon. Et moi, on m'a demandé d'intervenir dans cette entreprise et le travail avec le comité de direction a consisté à se poser tout simplement cette question-là, se dire, tiens, mais en tant que comité de direction, une équipe d'une petite dizaine de personnes, tiens, en fait, nous existons pour créer de la valeur pour qui? Et finalement, cette question, ce comité de direction existait, et puis bon, il se réunissait, il parlait de trucs, il prenait des décisions, etc. Mais il ne s'était jamais posé la question de se dire, tiens, mais en fait, on est censé créer de la valeur pour qui? Et ce qui est apparu, notamment lors de cette discussion, ça peut paraître une évidence quand vous l'entendez, mais je vous assure que ce n'était pas une évidence pour les personnes concernées, c'est-à-dire que un des groupes pour lesquels nous devons créer de la valeur, c'est le personnel de l'entreprise. D'accord? Ensuite, se dire, mais quelle est la valeur qu'on crée? Quelle est la valeur que l'on crée ou pas par rapport à ça? Quelle est la valeur qu'on crée pour eux? Et donc, en effet, de se renseigner, de s'informer pour aller comprendre la valeur ajoutée que le comité de direction pouvait créer pour l'entreprise. En l'occurrence, c'était deux choses, mais ça sera peut-être très différent dans votre entreprise, c'est pas du tout, mais c'était créer de la clarté stratégique et créer de la confiance. Bon, voilà. Bon, à partir de là, mais donc c'était intéressant de se poser cette question-là. Je vois en permanence des départements dans des entreprises. Je prends l'exemple d'un département juridique. Tu as rappelé que je connaissais bien, je viens du secteur juridique, donc fatalement, j'ai beaucoup de racines là-dedans. Un département juridique qui se dit, tiens, je vais réfléchir sur notre mission. On va réfléchir sur notre mission. Quelle est notre mission? Alors, aujourd'hui, tout le monde s'interroge sur sa mission, etc. Mais en fait, la question peut se poser de manière très concrète en disant, finalement, quels sont les différents intervenants qui composent l'entreprise
et par rapport à eux, en quoi créons-nous de la valeur? Et de la même manière, en quoi crée-t-il de la valeur pour nous? Et dans bien des cas, la question de se dire n'est pas tant de savoir, tiens, mais comment je vais faire pour créer de la valeur pour les autres, mais aussi comment je vais faire pour obtenir la valeur que j'estime devoir recevoir des autres. Et donc là, ça peut créer plein de discussions. Enfin, c'est une manière intéressante d'envisager la dynamique interne d'une entreprise. Et est-ce que tu pourrais préciser, parce que tu as dit juste avant que pour toi, la valeur se mesurait en utilité et en plaisir. Ouais. Alors, bon, en sciences économiques, ça se mesure en euros ou en dollars. Donc, comment tu fais est-ce que, je sais pas comment tu fais pour mesurer les kilos plaisirs, les méga plaisirs, les pico plaisirs. Mais comment je le fais? Moi, comment je le fais, c'est-à-dire que la valeur est une chose, la valeur, et ça c'est le drame peut-être des économistes, mais c'est que la valeur est une chose subjective. C'est-à-dire que la valeur n'existe que dans la tête des personnes concernées. Donc, nous sommes tous convaincus que les hôpitaux ont beaucoup de valeur. Hein? Bon, ça va de soi. Mais imaginons une société très, très, très brutale où on estimerait que le système de croyance de cette entreprise, de cette société, serait que les gens malades ne doivent pas être soignés et que, voilà, et que les gens blessés, mais tant pis pour eux. Et donc, ça deviendra l'idée de… Du coup, donc, l'idée de soigner les gens malades ne viendra à l'idée de personne. Et du coup, le même hôpital n'aurait plus aucune valeur. Donc, ce qui crée la valeur des choses, ce n'est pas la chose elle-même, c'est le regard que nous avons sur elle et qui est influencé par nos systèmes de croyances, par notre culture, etc. Tu fais le lien, tu viens de faire le lien avec une des questions que j'ai reçues dans le chat, on me demande justement quel est le lien entre la culture et la valeur. Ah oui, alors justement. Donc, ça veut dire que pour mesurer la valeur créée, etc., la seule manière de le faire, c'est d'aller prendre la mesure de cette subjectivité-là. Et donc, je ne vois pas d'autre manière que de demander aux gens, très concrètement, moi, comment je fais pour savoir si je crée de la valeur pour mes clients? Je leur demande, est-ce que ça a été utile? Est-ce que ça a été plaisant de travailler avec moi? Et puis, ils me répondent. Et en fonction de ça, j'ai une idée. Et puis, on peut un peu creuser en quoi ça a été utile, en quoi c'était plaisant, en quoi ça pourrait être plus utile une prochaine fois, en quoi ça aurait été plus plaisant. Alors, sur la culture d'entreprise, alors ça, c'est un sujet, Antoine, juste avant que on me signale que je pense que c'est Jérémy Bentham qui aurait apparemment parlé d'une mesure de félicité, de félicitique, je ne sais pas si tu connais ça. Ouais. Ça s'est signalé par un de nos auditeurs. Oui, il y a certainement voilà, oui. Certainement, je n'en doute pas et je ne prétends pas d'ailleurs avoir, comme le rappelait Franck, je ne pense pas avoir inventé grand-chose, hein, ce n'est pas ça, ce n'est pas ma prétention. Mais bon, alors sur la culture, là il y a un chapitre entier que je consacre à la culture dans le bouquin et j'avoue que je me suis régalé en écrivant. J'ai eu un plaisir énorme. Pourquoi? Parce que culture d'entreprise, c'est un mot valise. Vous savez, c'est un peu un truc, c'est un terme générique qu'on balance et du coup, on a toujours l'air très intelligent dès qu'on parle de culture d'entreprise parce que, voilà, il y a un côté, etc. Et j'ai voulu un tout petit peu, essayer de voir, mais de quoi parle-t-on très concrètement? Et en réalité, je me dis, tiens, dans la culture d'entreprise, il y a deux éléments. Il y en a un qui est, en fait, on peut définir la culture comme étant l'ensemble des comportements qui sont considérés comme normaux et qui distinguent une entreprise d'une autre. Par exemple, porter le kilt en Écosse fait partie de la culture, d'accord? C'est normal de se balader en kilt et ça distingue les uns les autres parce que si vous baladez en kilt à Paris ou n'importe où, là, vous aurez l'air ça sera un peu bizarre. Donc, quels sont les comportements qui sont normaux, attendus, prévisibles dans un groupe et en même temps qui le distinguent des autres? Ça, c'est une première vision de la valeur, de la culture. Et donc, on peut se poser la question, quels sont dans notre organisation actuellement ces comportements qui font partie de la normalité et qui sont créateurs de valeur? Ou à l'inverse, quels sont les comportements qui font partie de la normalité et qui sont destructeurs de valeur ou qui ne sont pas créateurs de valeur? Et ensuite, de faire une sorte de se dire, tiens, mais quels sont les comportements que nous devrions généraliser et quels sont ceux que nous devrions arrêter Ça se passe tous les jours. Un jour, on a décidé qu'il y en avait arrêté de fumer dans les avions et dans les bars. Bon, voilà, crac, c'est un comportement destructeur de valeur, on va dire. Et voilà, il y a une mécanique qui s'est mise en place pour faire en sorte que ce comportement change. D'accord? Mais la culture, c'est aussi autre chose. C'est aussi tout l'aspect imaginaire. Donc, il y a
c'est le langage, c'est les images, c'est les histoires, ce sont les représentations mentales que l'on fabrique, si vous voulez. Et donc, on pourrait dire que la culture d'entreprise, c'est l'ensemble de ces représentations mentales qui sont partagées au sein d'une entreprise. Et là, évidemment, la culture a sa place aussi en tant qu'élément du discours dans l'entreprise. C'est-à-dire, tiens, est-ce qu'on parle de valeurs? Est-ce qu'on en discute? Est-ce qu'on parle de... est-ce que cette création de valeur fait l'objet de discussions? Est-ce qu'elle fait partie de l'imaginaire collectif? Le problème que je distingue, si vous voulez, et qui est très fréquent dans les entreprises, c'est que souvent un décalage entre la culture imaginaire et la culture comportementale. Et donc, l'erreur que je pense que font beaucoup de patrons dans les entreprises, c'est de miser d'abord sur la culture imaginaire, on fait des beaux discours, et de ne pas agir sur la culture comportementale, ça veut dire qu'en pratique, rien ne change. Tout le monde continue à se comporter de la même manière. Et donc, ce hiatus va créer un décalage entre ce qu'on prétend et entre ce qui se passe concrètement. Et ça, c'est une source, pour moi, c'est une source de beaucoup de cynisme et beaucoup de démotivation dans l'entreprise et donc de destruction de valeur. Voilà quelques éléments. Je ne peux pas tout raconter, je peux parler pendant 1 heure. Et Laurent, merci Antoine. Et Laurent, j'aimerais que tu rebondisses sur cette question de comment on peut faire pour qu'une culture soit une vraie culture réelle dans l'entreprise et pas juste un affichage marketing. Oui, en fait, tout ce que tu dis, Antoine, je dirais qu'à travers ce qu'on fait dans la mise en place d'une gouvernance collaborative, en fait, on va créer les conditions dans lesquelles, effectivement, la création de valeur peut se vivre au quotidien. Et pas seulement par ceux qui pensent ce que serait ou devrait être la valeur, mais par toutes les personnes au sein de l'organisation. Si je résume très fort, il me semble que la mise en place d'une gouvernance collaborative, c'est créer les conditions pour que tout le monde, à tout moment dans l'organisation, puisse non seulement réfléchir à partir de son travail, mais aussi puisse prendre des actions, commettre des actes qui contribuent à la création de valeur. De ce point de vue-là, je te rejoins aussi pour dire que c'est le changement de culture qui va accompagner la mise en place de cette gouvernance collaborative, va favoriser également cette création de valeur. Par exemple, tu l'évoquais, toutes ces réunions dans lesquelles les gens parfois perdent un temps certain, eh bien, la mise en place d'une gouvernance collaborative doit permettre, entre autres, aux gens de ne plus aller à des réunions qu'ils considèrent destructrices de valeur pour eux-mêmes ou pour la boîte. Et ça, c'est créer les conditions pour que justement, pas seulement de manière stratosphérique, on définisse ce qu'est la valeur, mais pour que chacun la vive au quotidien à cette création de valeur et voit comment dans ses actes au quotidien, il peut y contribuer. Voilà ce que je dirais par rapport à ce qu'on fait, oui. Là on est, sur ce point-là, à 100% sur la même ligne, parce que c'est vraiment ça l'idée, quoi. Et c'est ça pour moi l'idée d'une culture de la création de valeur, c'est quand ce concept, cette dynamique qui consiste à créer de la valeur, ben, elle fait pas vraiment partie du quotidien de chacun dans l'entreprise. Et là, on y est, bingo, quoi. Ouais. Je voudrais dire, mais si tu m'autorises, Yannick, un petit mot sur les valeurs, parce qu'on parle beaucoup de valeurs dans l'entreprise et souvent on parle de les valeurs. Et donc là, je voulais dire un petit mot là-dessus, parce que j'en parle aussi dans mon bouquin. Et donc, voilà, c'est un exercice auquel à peu près toutes les entreprises se livrent, qui est de définir leurs valeurs. Et en gros, on arrive toujours plus ou moins à la même chose, innovation, esprit d'équipe, respect, intégrité, voilà, ainsi de suite, excellence, etc. Et simplement, pour le fun, soit dit en passant, je ne vais pas en passer trop longtemps, mais dans mon livre, je m'interroge sur le bien fondé de cet exercice. En tout cas, la première chose à dire, c'est que ces valeurs, ces espèces de principes-là, c'est très différent de ce que j'appelle la valeur, qui est la création de valeur. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. C'est deux choses vraiment différentes, même si le mot est le même. Et puis, pour des raisons, mais je te laisse décider si ça vaut le coup d'en discuter maintenant ou pas, mais je pense que beaucoup d'entreprises se coupent les ailes en définissant des valeurs de manière tellement restrictive. Par exemple, on va dire la transparence est une valeur. Magnifique, ok. Sauf qu'en fait, parfois, dans certains cas, la discrétion, voire la confidentialité, sont extrêmement utiles. Et donc, la question n'est pas de se dire, en fait, on choisit un pôle
d'une polarité. L'idée est plutôt de se dire, tiens, on navigue de manière intelligente entre ces deux pôles et on prend le meilleur de l'un et de l'autre en fonction des situations. Donc, je trouve que cette espèce d'exercice qui consiste à se... Voilà, je suis partisan d'une forme de polythéisme entrepreneurial où, on ouvre, on ne se limite pas en termes de valeur à quelques mots de référence, mais plutôt on ouvre le débat. Mais bon, c'est peut-être un peu loin de la discussion, donc je vois qu'il y a des questions dans le Q&A. Il nous reste une... Vas-y, Yannick. Oui, il nous reste une vingtaine de minutes, donc je propose qu'on bascule un petit peu sur le côté pratique. Oui. Donc là, je pense qu'on a fait un petit cadrage théorique, on a essayé de balayer le terrain. OK, maintenant, je suis une organisation, je me dis, c'est intéressant. Voilà, une des questions qu'on avait, par exemple, c'est quelle est la différence avec la valeur ajoutée? Comment je vais concrètement mettre en place quelque chose dans mon organisation, dans ma culture, dans ma gouvernance, dans les pratiques, dans les formations des gens, etc., pour que cette notion de valeur soit plus que quelque chose d'intéressant que j'ai lu dans un livre, mais quelque chose qui a un impact réel, quoi. Et là, je serais curieux de voir à la fois ton ami Antoine et aussi du point de vue Laurent, parce que je pense que l'argument gouvernance collaborative est intéressant également dans le côté autonomie que ça donne aux gens et dans le côté donc justement cette décentralisation. Mais est-ce que c'est l'unique option possible pour arriver à ça? Antoine, peut-être. Alors, moi, je vais répondre de manière très concrète parce que moi, quand j'interviens dans une entreprise, c'est toujours par rapport à une problématique très concrète et qui n'est pas posée en termes de création de valeur. Ça m'est jamais arrivé d'avoir un client qui me dit « Antoine, on veut créer de la valeur, viens nous aider ». Donc, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je prends un exemple qui est de dire, tiens, une boîte qui me dit, on voudrait développer notre clientèle. On a le sentiment que ça patine un petit peu, qu'on n'a pas vraiment voilà, on n'arrive plus trop à développer notre clientèle. D'accord? Alors, autant qu'on le voudrait. Un autre exemple pourrait être une entreprise qui dit, on perd des collaborateurs, on en perd beaucoup, plus qu'on ne le veut, et on voudrait savoir ce qui se passe. Et mon approche va être dans les deux cas de dire, écoutez, on peut bien sûr, allons voir le point de vue des personnes concernées et allons leur demander, que ce soit vos clients, que ce soit vos collaborateurs, pourquoi ils ne viennent plus chez vous, pourquoi ils s'en vont, qu'est-ce qui se passe. Et donc, on peut à ce moment-là, si vous voulez, coder cela en termes de quelle est la valeur ajoutée que vous attendez et dans quelle mesure vous la recevez, dans quelle mesure vous ne la recevez pas. Et ensuite, c'est à partir de ce message, si vous voulez, à partir de ce qui était à partir de là, de pouvoir revenir vers l'entreprise en disant, écoutez, le modèle théorique, c'est de dire, si vous créez de la valeur pour eux, ils viendront, ils resteront. Actuellement, vous ne la créez pas, vous n'en créez pas assez. Et voilà en quoi consiste l'écart qu'il s'agit de combler. D'accord? Mais c'est là que le vrai travail commence, parce que ça, bon, etc. Parce que ce que je vois la plupart du temps, c'est que c'est là que le vrai travail de changement commence. C'est-à-dire, j'ai l'information, j'ai le feedback, mais entre le moment où on se dit « Ah, ben, il faudrait que je change ceci, il faudrait qu'on change ça, etc. », c'est là qu'il y a pas mal de résistance. Et c'est là que le travail commence pour se dire « Il y a des croyances à changer, des façons de faire à changer, il y a des résistances à vaincre, etc. » Mais fondamentalement, donc c'est ça. Donc, ça va être partir d'une problématique qui est ressentie par l'entreprise et de voir, et donc se dire que d'une manière ou d'une autre, il y a... Je peux prendre des millions d'exemples comme ça. Un département juridique au sein d'une entreprise qui se dit, bon, voilà, on voudrait repenser notre organisation. Mais très bien, bon, on va aller un peu voir ce qu'en pensent vos clients internes. Et de moi-même, vous pouvez me poser la question au client interne, est-ce que vous avez le sentiment que ce département crée la valeur pour vous, oui ou non? Quand on pose la question comme ça, les gens ne savent pas répondre parce que la question est trop théorique. Donc, il faudra illustrer cette question par d'autres questions plus simples. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont réactifs, ils réagissent bien? Est-ce que les avis qu'ils vous donnent sont clairs, sont faciles à comprendre? Est-ce que patati patata? Donc, on va traduire un certain nombre de questions. Et c'est en fonction du résultat de ce dialogue-là qu'on a une matière première qui va en fait donner des pistes très concrètes pour l'entité en question pour créer plus de valeur. Et en ce faisant, pour résoudre son problème. Voilà. Laurent, est-ce que tu voulais réagir sur ce point, sur les aspects pratiques pour mettre ça en place? Oui, en fait, quand j'entends Antoine, je me dis que nous intervenons de façon très complémentaire, lui et nous, je dirais. Dans la mesure où j'entends bien qu'Antoine dit, voilà, il y a des problématiques, on m'appelle et à partir de là, on réfléchit sur la valeur que peut créer l'entreprise pour toute une série de parties prenantes.
Et ça, c'est un moment bien donné par rapport à une problématique donnée. Ce que nous faisons, ce n'est pas exactement ça, mais c'est tout à fait complémentaire à cela. C'est-à-dire qu'à travers la gouvernance collaborative, on met en place des modes de fonctionnement internes qui vont permettre à tout un chacun dans l'entreprise d'avoir la capacité, l'autonomie, la liberté de se sentir inclus dans cette discussion sur la création de valeur en permanence et pas seulement à un moment précis lorsque, par exemple, Antoine fait un séminaire avec toute une série de personnes dans l'organisation ou avec des externes pour réfléchir sur la valeur. Si vous voulez, il y a cet aspect-là qui est très important que fait Antoine, mais je dirais qu'entre les coups où quelqu'un comme Antoine pourrait intervenir, mais il faut aussi créer les conditions pour que chaque personne dans l'organisation puisse se poser ce type de questions et avoir le sentiment qu'il peut commettre des actions pour contribuer à une amélioration en termes de création de valeur ou à une révision de ce qu'est la création de valeur, etc. Par des micros peut-être changements à son niveau, mais qui dans l'ensemble vont permettre une constante amélioration de la façon dont la valeur est créée et pour qui dans l'organisation. Voilà ce que je verrais comme complémentarité entre ce que fait Antoine et ce que peut apporter une gouvernance collaborative. Et je voudrais rebondir sur une question également posée par notre audience. Est-ce que approcher la valeur, et notamment l'approcher comme tu l'as défini au départ, Antoine, c'est-à-dire aussi s'intéresser à l'aspect utilité, mais à l'aspect plaisir, et s'intéresser à tous les intervenants. Donc, par exemple, tu as pris l'exemple tout à l'heure de la direction juridique, et de se demander si elle crée de la valeur. Et tu as donné des exemples, mais qui étaient des exemples relativement, je dirais, classiques, business. Hein. Est-ce que les avis sont intéressants? Est-ce qu'ils permettent, je ne sais pas, de gagner des marchés ou de protéger les risques? Mais moi, la question que je me pose, c'est si tu élargis ça en disant, par exemple, quelle est la valeur de la direction juridique en question par rapport à la planète, par rapport à ses collaborateurs, par rapport à ses fournisseurs, et comment ça tu le fais en pratique? Et est-ce que ça permet d'être plus performant? Une des questions que j'ai dans la liste ici, c'est OK, mais est-ce que ça va nous permettre d'être compétitifs, de travailler comme ça? Bon. Quand moi je travaille avec un groupe, une entreprise ou une partie d'entreprise, une équipe, un comité, n'importe quoi, justement, la première question qu'on va se poser, c'est de se dire quels sont les groupes pour lesquels nous choisissons de créer de la valeur. Et donc, par exemple, je suis département juridique dans une entreprise, je pourrais très bien dire, écoutez, franchement, l'environnement, OK, bon, mais vous savez quoi, c'est pas mon truc, quoi, rien à faire, je trouve ça très bien, je trouve ça très, très bien, je suis content que des gens s'en occupent, mais là, nous, c'est pas ça. Nous, ce sont nos clients internes, enfin, donc tout le monde n'est pas obligé d'avoir tous les... donc, la première chose, c'est de définir sa cartographie à soi. Donc, j'ai montré un schéma au début, mais qui est un schéma tout à fait standard. Évidemment, l'idée est de le personnaliser, de se dire, tiens, dans notre situation, dans la réalité de notre situation, dans la réalité de ce que nous pouvons faire ou pas d'ailleurs, hein, et de l'impact, pour revenir à ce que tu disais, que nous pouvons avoir, par rapport à qui est-il pertinent, quels sont les groupes ou les catégories qu'il est pertinent de mettre dans notre écosystème. Et ça sera différent d'une boîte à l'autre. Et donc, je ne suis pas en train de dire que tout le monde, quel qu'il soit, doit se positionner par rapport à la société ou l'environnement ou quoi que ce soit. Et je peux même envisager que donc ça, en effet, mais c'est en ça que la question est intéressante. C'est de se dire finalement, en tant que comité de direction, par exemple, je reprends l'exemple du comité de direction, lui, il est venu à la conclusion que en tant que comité de direction, il n'avait pas à créer de la valeur pour les clients, ce n'était pas son objet. Ça, voilà. Donc, ce n'était pas sa préoccupation. Cette préoccupation était suffisamment assurée par d'autres. Et donc, on peut très bien se dire, ben, moi, je choisis l'un, je choisis l'autre, mais pas nécessairement tout. Et donc, c'est important justement de bien définir quels sont les bénéficiaires effectifs de la création de valeur pour notre groupe. Et là, il y a, voilà, première chose. Sur le côté compétitif performant, j'ai du mal à concevoir comment une entreprise qui serait, il faut ce qu'on entend par performance, mais si créer de la valeur, c'est pas être performant, je ne vois pas ce que c'est être performant. Et si vous êtes performant mais que ça ne crée pas de valeur, je ne sais pas ce que vous faites, quoi. Donc, en fait, la meilleure mesure de la création de valeur, la meilleure mesure de la performance, c'est la création de valeur. Et l'idée de dire qu'on est performant, encore une fois, le fait d'être performant comme tel n'a de sens que par rapport à performant, mais par rapport à quoi? Pour faire quoi? Être performant dans l'absolu n'existe pas.
je suis performant dans tel domaine par rapport à telle chose. Mais s'il y a bien un domaine par rapport auquel il y a intérêt à être performant, c'est celui de créer de la valeur. Ça me semble assez clair. Donc, je ne vois pas en quoi il pourrait y avoir une… Je peux peut-être préciser la question, parce que je pense que la question… Je pense que la question était peut-être, je l'ai peut-être mal posée, mais c'est plutôt le côté d'être compétitif. Alors, si je caricature, imagine que tu es dans une organisation A et que tu t'es dit, je vais créer de la valeur pour mes clients, mais aussi pour la planète, mais aussi pour mes collaborateurs, mais aussi pour je ne sais pas quoi. Okay, et qu'à côté, j'ai un concurrent B qui dit, moi, je crée de la valeur pour mes clients, la planète, voilà. Mes employés, ben, voilà, je vais, hein, je vais pas leur donner du plaisir, je vais juste essayer de les exploiter le plus possible. Donc, et est-ce que à ce moment-là, qu'est-ce que ça ne met pas dans une situation de compétition faussée, quoi? Je crois que justement pas. Je pense, enfin, je peux concevoir la situation, je peux concevoir que ce soit le cas et se dire bon, on va pressuriser tout ce qu'on peut pour gagner. Oui, on peut le faire. Mais est-ce que vous avez envie de travailler comme ça? Je ne suis pas sûr. Est-ce que vous avez envie de faire du business comme ça? Et est-ce que vous avez envie de créer est-ce que vous avez envie de créer un avantage concurrentiel, une différenciation qui soit basée là-dessus? Moi, je pense que justement, que ce soit, on est en concurrence pour les talents, hein, on est en concurrence pour les clients, pour un tas de choses, on est en concurrence pour les investissements, pour les private equity. Donc, la concurrence, elle est omniprésente, mais précisément, ce qu'on entend de plus en plus, c'est que justement, un des critères de choix, tant des clients que des collaborateurs, que des investisseurs, etc., est cette prise en compte de la valeur ajoutée systémique. Et donc, alors je dis pas que c'est je nie pas le problème, mais je pense pas qu'on aboutisse à quoi que ce soit. Enfin, on aboutisse à quoi que ce soit en disant ben non, on refuse de créer de la valeur. Ça va pas marcher très longtemps. Vous allez très vite avoir un problème de pérennité ou de légitimité dans votre entreprise, même si vous avez une prospérité à court terme. Mais j'y crois pas à très long terme. J'y crois pas. Et en fait, j'ai pas envie d'y croire parce que c'est pas dans le monde dans lequel j'ai envie de vivre non plus. Et donc, ça m'intéresse. Je dirais tout simplement, ça ne m'intéresse pas. Je dirais, j'aurais un client qui me dit, écoutez, aidez-nous à pressuriser au maximum nos fournisseurs, nos clients, etc., pour produire un maximum de jus. Je dis, excusez-moi, ça ne m'intéresse pas de travailler avec vous. Au revoir. Donc, ce n'est pas mon rayon, quoi. Ce n'est pas mon truc. Je pense aussi qu'on surjoue la concurrence. Je pense qu'on surjoue la concurrence. Vous savez, j'ai une métaphore pour ça. Imaginez que vous êtes célibataire et vous voulez trouver le partenaire idéal. Vous invitez une jeune femme au restaurant pour la séduire. Et vous passez votre temps à vous comparer à vos concurrents. Tu sais, je suis plus beau, je suis plus machin qu'un tel et j'ai une plus grosse voiture. Ça. Vous aurez l'air d'un guignol, quoi. Et donc, cette espèce d'obnubilation par la concurrence, je pense qu'on se trompe. Et justement, ce qui met les entreprises dans le rouge, c'est qu'elles se comparent en permanence à leurs concurrents. Et en fait, laissez les concurrents faire ce qu'ils veulent, ce n'est pas ça la question. La question, c'est branchez-vous sur la création de valeur et créez de la valeur pour vos clients, créez de la valeur pour vos équipes et voyez ce qui se passe. D'accord? Plutôt que d'être dans cette espèce de comparaison ultime. Et dernière chose avec les concurrents, tiens, qu'est-ce qui se passerait si vous commenciez à créer de la valeur pour vos concurrents? Quels sont vos pires concurrents? Et posez-vous la question, comment je peux créer de la valeur pour eux? Eh bien, je vous assure, il y a des pistes de nouveaux business models extraordinaires là-dedans. Et donc, pour sortir de cette situation infernale qui est une situation de dure concurrence, ça veut dire d'office, vous êtes déjà mauvais business, il faut changer de business si vous avez des concurrents qui vous rendent la vie impossible. Donc, bon, mais si vous êtes dans cette situation-là, posez-vous la question, se dire, tiens, comment je vais commencer à créer de la valeur pour eux? Je vais transformer mes concurrents en clients. Magnifique. Laurent, je sens que tu voulais réagir sur ce point également. Je trouve qu'en fait, par ta question, Yannick, tu induisais qu'il y aurait deux modèles possibles. Je crois que c'est illusoire. Et je rejoins tout à fait Antoine pour dire que, en fait, tout est lié, comme il l'a bien montré dans son schéma. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement dire qu'on va être concurrentiel en misant tout sur, entre guillemets, les clients et en négligeant ses employés ou en négligeant l'environnement. Et d'ailleurs, il y a toute une série d'études très intéressantes qui ont montré que, par exemple, se focaliser sur le bien-être des employés était le meilleur moyen d'avoir un impact positif sur le service aux clients. Alors, je ne dis pas qu'il faut seulement, comme l'a dit Antoine également, se focaliser sur le bien-être des employés, mais justement, et on rejoint sa notion de création de valeur
implique toutes les parties prenantes, eh bien, il faut vraiment, c'est là qu'à mon avis, on peut se différencier, c'est dans le bon équilibrage entre la satisfaction euh, en termes de création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Et il y aura des ajustements et certains vont privilégier un peu plus que les autres. Mais je pense qu'il faut, si on veut être dans la durabilité, il faut évidemment veiller à créer de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Le mixte de ces créations de valeur pourra être éventuellement différent. Je pense qu'il est illusoire de penser qu'on peut, de manière durable, ne satisfaire que les actionnaires. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et je trouve que c'est ce qui ressort, entre autres, de la discussion, c'est qu'on peut considérer la création de valeur à deux niveaux. Un niveau relativement élevé, stratégique, conceptuel, qui se fait par exemple avec le comité de direction, avec des grands fournisseurs, etc., et qui est nécessaire évidemment parce qu'elle va donner cette façon de voir la création de valeur ou les créations de valeur dans l'entreprise, va donner une direction. Et puis, une création de valeur qui se vit au quotidien par toutes les personnes dans l'entreprise et par leur interaction avec les clients, avec les fournisseurs, avec l'environnement, etc. Et c'est une autre façon, entre guillemets, de générer de la valeur, les deux se complémentant. Je pense qu'il faut vraiment avoir de l'attention pour ces deux façons de créer de la valeur. Très bien. Je pense qu'il y a tout un ensemble de nos participants font tout un ensemble de suggestions, mais qui sont plus voilà, on me demande si, par exemple, vous avez un avis sur la politique du groupe Danone qui a mis au centre les valeurs et est-ce que pour vous, c'est une façon d'aborder le problème? Peut-être, je crois que Laurent, je pense que tu connais les gens du groupe Danone. Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'initiative? Ah bah moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que fait Emmanuel Faber depuis des années, voire des décennies au sein du groupe Danone. Alors, on peut décrier certaines des initiatives que Danone prend, mais dans l'ensemble, je trouve que quand même, il y a des avancées majeures en termes, par exemple, justement, de veiller à créer des bonus qui sont associés à la création de valeur environnementale ou sociétale au travers du management du groupe. Donc, je trouve qu'il y a des choses très positives qu'essaye de mettre en place Danone. Maintenant, ce n'est pas parfait, c'est clair, mais il y a une réelle volonté de réfléchir en permanence et d'inviter en permanence tout le management et toutes les personnes dans l'organisation à réfléchir à comment ils créent de la valeur de manière large, comme l'a évoqué Antoine. Voilà, je pense que on a fait à peu près le tour de toutes les questions que moi j'avais et que je des vois. questions dans le chat. Alors, il y a des questions dans le chat. Ah oui, tiens, une question. En effet, oui, tiens, une question en effet intéressante. Quid de l'aspect fonds d'investissement et capitalistique? Donc, comment on fait pour convaincre les actionnaires que la valeur large que l'on crée, hein, donc je rappelle utilité et plaisir, comment on fait pour valoriser l'aspect utilité, ça j'arrive à voir, mais comment on arrive à valoriser le plaisir quand on va voir son fonds d'investissement favori? Très vite là-dessus. Bon, je ne suis pas un spécialiste des fonds d'investissement, ce n'est pas mon métier, mais quand même. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, je prends un exemple que je connais, qui est une une start-up dans le secteur pharma. Ils sont en train de mettre en place un procédé qui va vraiment apporter des solutions médicales extraordinaires. À cause du Covid, tous les essais cliniques ont été reportés, ont été retardés. Du coup, ça coûte, c'est des millions d'euros de frais et de frais de fonctionnement, etc., en supplémentaire. S'il n'y a pas de fonds d'investissement derrière qui apporte ce financement-là, le truc est par terre. Et donc, pour moi, c'est un exemple magistral d'une création de valeur phénoménale par un fonds d'investissement qui permet à une boîte de se développer, etc. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment l'exemple, et je trouve 1000 fois légitime qu'une boîte comme ça tire un profit important du business qu'elle fait, parce que sans elle, le truc n'arriverait pas. J'ai une vision un peu différente de certains fonds qui sont des fonds beaucoup plus spéculatifs, qui investissent en nanosecondes, etc. Et finalement, ma problématique par rapport à ça, c'est de dire, tiens, dans la mesure où toute l'entreprise est orientée pour leur créer de la valeur pour eux, quelle est la valeur qu'eux donnent en échange?
Et donc, dans le modèle que je vous ai vu, il y a toujours ce mélange entre les deux. C'est-à-dire que l'entreprise crée la valeur pour les employés, mais il est évident que les employés doivent en créer pour l'entreprise. On crée de la valeur pour les clients, mais il est évident que les clients en créent en payant le prix des produits et en faisant d'ailleurs d'autres choses. Et la question qu'on peut se poser, c'est de se dire, certes, on crée de la valeur pour les actionnaires, mais quelle est la valeur que les actionnaires créent en échange pour l'entreprise? Et là, la question n'est pas toujours claire. Je pense qu'il y a dans bien des cas, elle est claire, comme dans l'exemple de la start-up que je vous ai donné, dans d'autres, elle l'est moins. Et c'est là que ça pose, en tout cas, moi, ça me pose question. Je n'ai pas la réponse, mais ça me pose question. Si le mouvement de création de valeur est unidirectionnel, à un moment donné, on dit, mais qu'est-ce qu'il justifie? Nos dernières réactions, il ne reste que quelques minutes, mais Laurent, peut-être, avant qu'on conclue, un point sur ce. Parce que je sais que c'est un des problèmes qu'on rencontre souvent dans une organisation où il y a un chouette projet qui se met en place, une dynamique très large, et l'actionnariat change ou l'actionnariat devient un actionnariat financier, et tout d'un coup, tout s'écroule, quoi. Et donc, est-ce que tu voudrais réagir là-dessus? Mais oui, enfin, pour aller dans le même sens de ce que vient de dire Antoine, je pense que la grande problématique, c'est la notion de temps qu'il y a derrière et de l'engagement dans le temps des différentes parties prenantes. Et là, il doit y avoir un minimum d'alignement. On ne peut pas, effectivement, comme le dit Antoine, avoir une entreprise qui dépende totalement d'un type d'actionnaire dont l'horizon de temps ne correspond pas à celui qui est nécessaire pour que l'entreprise crée de la valeur à long terme pour les différentes parties prenantes. Et là, il y a quelque chose qui, à mon avis, pendant les 30 ou 40 dernières années, avec le développement d'un certain type de capitalisme, a été perdu de vue et qu'il va falloir retrouver. Et de ce point de vue-là, je pense que toute une série de grandes entreprises sont en train de diminuer au maximum leur exposition à des fonds d'investissement dont l'horizon de temps ne correspond pas aux notions de temps qu'ils ont besoin pour créer de la valeur à long terme. Donc là, il doit y avoir un rééquilibrage et ça fait partie, à mon avis, des défis majeurs d'un bon management que de voir comment il peut au mieux rééquilibrer les choses en termes des différentes parties prenantes et de leurs intérêts. Et comme l'a dit très justement Antoine, il doit y avoir un échange qui est équitable de ce point de vue-là. Voilà, ben, ça sera notre conclusion. Je pense qu'il est 56, donc je propose qu'on s'en arrête là. Alors, j'espère, je pense que je suis même convaincu qu'on a créé de la valeur à la fois pour toutes les personnes qui étaient là, qui nous écoutaient et qui vont nous écouter sur le site de Fusys plus tard. Pour créer aussi un peu de valeur pour toi, Antoine, je crois que je l'ai déjà fait, mais je viens de repartager le lien sur ton livre, les personnes qui souhaiteraient l'acheter. Et je tenais à vous remercier, Laurent, Antoine, pour cet échange. Et voilà, merci à tous. Yannick, je propose, pour les quelques minutes qui restent, que tu laisses défiler quelques dessins de Antoine qui vont, j'imagine, permettre à tout le monde de sortir non seulement avec de la création de valeur, mais des sourires et des rires. Alors, je n'ai pas de dessin, mais par contre, ce que je propose, ça c'est notre Marine qui va certainement nous faire un suivi donc dans la newsletter Fusys avec un résumé de nos discussions. On va inclure un ou deux dessins d'Antoine. On en a en effet des très très chouettes qu'on a fait ensemble. Il y en a dans le bouquin. Oui, il y en a dans le bouquin, mais tu en as fait pour nous déjà à plusieurs occasions. Ah oui. Ou alors, si tu en as un nouveau que tu veux nous envoyer, mais on partagera quelques caricatures, quelques dessins d'Antoine, parce que c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Je vous remercie. Ne loupez pas ça, parce que le rire, c'est quand même un fameux créateur de valeur. Ouais, Antoine, j'espère que ton prochain livre, c'est une BD, en fait. Oui, c'est ce que tout le monde... Oui. Voilà, merci à tous et bonne journée. À bientôt. Au revoir, merci. À bientôt.